Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct, les aléas du jeudi, c'est politique, pas mal, c'est aussi économie, mais pas que, on aura également, ça y est, ça rigole, c'est parti. Ça va Marlène? Oui. Vous êtes superbe aujourd'hui, c'est vrai. Ce tricot jaune là. Ce tricot. Ouais, je le trouve admirable. Chandail, pourquoi il vous dit aujourd'hui seulement? Ah oui, aujourd'hui, ah bah là, merci. Oui, non, mais là vous êtes rayonnante, toujours vous êtes rayonnante. Petit coup ça. Voilà, normalement je finis par vous, mais là, bon, du coup, j'ai obligé de commencer par vous, parce que vous n'êtes pas tenu, alors voilà. Et oui, on va parler politique, on va parler économie, vous allez voir, ça va être très intéressant l'économie, parce qu'on a carrément deux acteurs du monde du cheveu. Voilà. Et donc c'est un gros effort pour moi, une grosse application de ma part. On va parler cheveux dans la rubrique économie. Et oui, c'est aussi de l'économie. Il y a aussi du business dans le cheveu. On parlera culture avec le K-Live Festival et avec les jardins, les rendez-vous au jardin. Rendez-vous au jardin. Voilà. Et on ira faire un tour du côté de Moguio. Donc autour de cette table, nous avons Laurence Alibert qui est avec nous. Bonjour, Laurence. Bonjour. Pour noscheveux.com. C'est ça. Studio 54, ne vous trompez pas, ce n'est plus une boîte de nuit depuis à peu près 35 ans, mais c'est à Montpellier un salon de coiffure tout neuf. L'inévitable Olivier Roiran est au milieu. Ça va Olivier? Très bien, très bien. Il est bien coiffé, lui, et en face de lui, pour la rubrique politique, nos invités, François Delercroix, conseiller régional pour la gauche, le Parti Socialiste. Vous avez repris votre carte au Parti Socialiste? Ah oui, bien sûr. Ça fait 30 ans que je suis au Parti Socialiste. C'est un épiphénomène. La parenthèse a été refermée. Refermé. Et vous avez également Jean Cotta à vos côtés. Vous animez tous les deux, je vous présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Montpellier 2020. Un mot du Kezaki avec Magali Ferrigno qui a gagné aujourd'hui les entrées dans les sites touristiques du Pont du Gard. Mais vous voulez savoir ce que c'est que le Kezaki, vous voulez en savoir plus? Écoutez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jouez, 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 n'attendez pas le 31 juillet. Vous êtes impatient de revoir cette magnifique couleur, ce jaune écarlate. Elle est avec nous. C'est parti, ce sont les titres. Marlène, ainsi donc oui. Les titres du jour. Mais oui, j'étais admiratif de cette couleur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, j'ai pas pu. Je vais vous trouver ça. J'ai compris le message. Vous vous intéressez une fois de plus au long feuilleton judiciaire du MAHB. Et aujourd'hui, le gardien de but du MAHB a été placé en garde à vue. Michael Robin a été convoqué par la brigade des courses et jeux à l'hôtel de police de Montpellier dans le cadre toujours de l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson Montpellier du 12 mai 2012. Une entrevue à l'issue de laquelle il a donc été placé en garde à vue, tout comme son ex-compagne. 3 autres handballeurs montpelliérains étaient également entendus cet après-midi et demain, ce sont William Lacambré et Michael Guigou qui sont convoqués à titre de témoins. Eh ben, c'est bien qu'ils ont attendu que la finale de la Coupe de France soit passée pour faire tout ça. Du côté de la ville de Montpellier, on s'inquiète du risque incendie au zoo. Alors du coup hier, eh bien, il y a eu un grand exercice incendie au zoo du Lunaret. Les sapeurs-pompiers et les agents du parc étaient mobilisés toute la matinée hier, pas pour évacuer les animaux, mais pour éviter qu'ils ne s'échappent et pour mettre en sécurité les visiteurs. C'est la priorité en cas d'incendie. En été, ils sont entre 4 et 5 000 visiteurs à arpenter les allées des 60 hectares du parc chaque jour. Et puis promenade du côté de la vallée du Rhône. Oui, je vous amène à Piolinc, près d'Orange, où le cirque Grus a pris ses quartiers d'été. Et dans son parc, les forains accueillent le public sur une journée entière à l'occasion d'assister aux dernières représentations d'Ellipse. Vous voyez les images, voilà. La 39e création des Grus qui est consacrée au cinéma. Avec un numéro Blues Brothers, si j'en crois vos images. Oui, il y a également la météo. Ça dit quoi? C'est pas fameux. Parce que vous êtes rayonnante, mais bon, après, quand on sort c'est pas fameux. C'est moins, ça rayonne moins. Nuages éclaircis annoncés pour demain, des averses sur l'Hérault. Le Gard est épargné par la pluie. Les températures, ça se réchauffe un peu. Demain matin, il fera entre 13 et 14 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, 18 à Béziers, 19 à Nîmes et 20 seulement à Montpellier. Pas encore 20 seulement, mais plus qu'à Béziers. Hein.
Ça va faire râler notre ami Thierry Crouzet. Vous me regardez l'Alsace d'ici tout à l'heure? D'ici tout à l'heure, très bien. Je compte sur vous. Merci Marlène. Le rappel des titres, c'est à 19h. On enchaîne avec la politique. Et normalement, il y a un jungle. Et les jingles sur TV Sud sont des jungles. Voilà, c'est comme ça. Avec donc, je le disais, et puis, attendez, non, j'ai pas fini de vous présenter qui nous rejoint sur ce plateau. Danielle Berthelot. Bonsoir. De la ville de Moguio. Absolument. Elle nous parlera tout à l'heure des rendez-vous au jardin. Ainsi donc, Jean Cotave, connu sur la région, puisque vous avez en charge la direction régionale d'EDF, c'est ça? Mais ce que les gens savent moins peut-être, c'est que vous êtes impliqué en politique depuis de très nombreuses années. Vous avez été dans les années 90 conseiller régional d'Île-de-France au sein du Parti socialiste. Et puis François Delacroix, beaucoup plus connu sur au moins la ville de Montpellier, très longtemps un des très proches collaborateurs de Georges Frêche. Vous étiez son directeur de cabinet. Vous avez également beaucoup travaillé aux côtés de Christian Bourquin et depuis 2010, vous êtes conseiller régional. Et tous les deux, vous avez décidé de lancer une association, un laboratoire d'idées. Vous allez évidemment nous en dire plus. Ça s'appelle Montpellier 2020. Et vous avez publié il y a quelques semaines ce fascicule. Voilà, c'est assez facile à lire. C'est pas plus épais que celui du député Patrick Vignal. C'est pas une blague. Hein. Et donc, une métropole à la recherche de nouvelles ambitions. 300 Montpelliérains font des propositions. Ça s'appelle Sursaut. Qu'est-ce que c'est que Montpellier 2020? Un laboratoire d'idées ou un laboratoire de candidats aux prochaines élections, prochaines échéances électorales? Clairement un laboratoire d'idées. C'est 300 Montpelliérains qui sont réunis parce qu'ils constataient qu'il y avait un manque de réflexion dans l'après-Frêche, il y avait beaucoup d'ambition, beaucoup de conflits, vous en parlez régulièrement, donc vous êtes bien placé pour le savoir, mais moins d'idées, moins de réflexion, donc on s'est dit on va se réunir, on va pas s'occuper justement des candidats, des c'est pour ça que 2020, on va s'occuper du fond. C'est pas 2014, 2015, voilà. C'est 2020. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir fait en 2020, à la fin du mandat, et non pas qui se présente en 2014. Alors, un laboratoire d'idées, ça veut dire qui autour de vous? Surtout des personnalités de gauche ou personnalités de tous bords? Alors, c'est en gros ce qui correspond à ce qui va du front de gauche au MoDem, c'est-à-dire c'est quand même la gauche dans toute sa diversité. Et puis quelques personnes qui viennent par leur parcours, de peut-être un peu plus à droite, mais qui ont rejoint cette mouvance. Alors, dans vos propositions, il y a d'abord un constat. Les successeurs de Georges Frêche entretiennent un désordre inutile et coûteux, François Delacroix. Écoutez, on a le sentiment... Je vous cite, hein, Oui, mais vous avez raison. C'est très politique, cette réflexion, c'est pas vraiment des propositions. C'est très politique. Non, c'est très politique. On a le sentiment aujourd'hui qu'on est en période de crise. On a fait une conférence dernièrement dans laquelle on a découvert que 27% de la population était en dessous du niveau de pauvreté. Et on a des leaders politiques qui ne font que se chamailler, se disputer, s'opposer, alors que l'urgence voudrait que l'on propose un programme, un projet pour Montpellier. Et on est désolé de ça. Parce que la succession n'a pas vraiment été non plus assurée. Georges Frêche est mort brutalement. Il n'avait pas forcément assuré sa succession à la région ou à l'agglo. Même si il avait parlé de certaines personnalités. Moi qui étais son directeur de cabinet pendant 18 ans, il ne voulait pas qu'on parle de sa succession. Il considérait que un politique qui définissait, qui désignait un successeur... En démocratie, d'ailleurs, un élu n'a pas à préparer sa succession. Ce sont les électeurs qui doivent trancher. Absolument. Mais vous savez, dans toutes les grandes villes, quand vous avez un leader, une grande personnalité qui disparaît, quand Defer a disparu à Marseille, quand Chaban a disparu à Bordeaux, quand Dubedou a disparu à Grenoble, vous avez le vide. Et on est un peu aujourd'hui dans cette situation. Et on était tous agacés... C'est le vide ou le trop-plein, comme disait De Gaulle. Le trop-plein, on était un peu agacés de voir en permanence dans la presse des crocs en jambes, des critiques du copain... Ça continue d'ailleurs. Hein. Et que ça continue. On a envie de dire, la récréation, c'est fini. On a une colère rentrée... on trouve que vraiment les Montpelliérains ne méritent pas cette situation-là. Alors on va dérouler quelques-unes de vos propositions pour Montpellier, mais vous mettez des préalables, par exemple une gouvernance apaisée quand on voit ce qui vient de se passer, par exemple entre le président de la région Christian Bourquin et Jean-Pierre Moore, le président de l'agglo, sur l'orchestre de Montpellier. On n'a pas l'impression que ça prend le chemin. Écoutez, on pense que c'est urgent. Frêche, il lui a fallu 25 ans pour créer l'opéra et l'orchestre. Depuis 2 ans, ils sont en train de le détruire. Il y a 280 salariés.
il y a une image de la ville en matière culturelle qui est phénoménale, qui est importante. Est-ce que vous croyez que des petits problèmes de détail qui sont posés c'est une démarche intelligente par rapport aux problèmes? Quel type de proposition on fait justement pour apaiser ce climat délicat? Écoutez, on voudrait un peu plus que nos élus pensent à l'intérêt général. Ils en parlent pourtant beaucoup. Hein. Oui, ils en parlent beaucoup. Mais il faudrait peut-être une structure, on pense que dès le prochain mandat, après l'élection municipale, il y a une structure qui soit mise en place, une structure de coordination, qui définisse des priorités pour les 6 ans à venir et qui tienne des engagements. Sur l'orchestre, quand même, supprimer 9 millions d'euros en cours d'année. Là, vous critiquez la position de Christian Bourquin, votre président. Je critique à la région, position de personne. Moi, je voudrais déjà, à cette occasion, rendre hommage au président Ramette, qui a été remercié d'une façon un peu éhontée, qui a essayé de trouver des solutions. Je trouve qu'on ne respecte pas assez les gens et qu'on ne respecte pas assez les musiciens. Alors, dans vos préalables, il y a également des impôts maîtrisés. Vous pointez du doigt une pression fiscale ici à Montpellier importante. Vous prônez une réduction de l'indemnité des élus, 30% de moins, une diminution des déplacements, que vous jugez excessifs, des voyages, etc. Vous avez offert un paquet de copains là, dans votre bord là. Non, mais je crois qu'on est en période de crise. En période de crise, les élus doivent donner l'exemple. Ils doivent donner l'exemple, tout le monde souffre, ils doivent faire des efforts eux aussi. Alors, c'est un peu symbolique, parce que réduire les indemnités, réduire les déplacements, faire moins de communication, enfin des choses comme ça, c'est pas ça qui va changer énormément le budget des collectivités, parce que c'est une toute petite partie de ces budgets. C'est plus dans le symbolique. Par contre, dans le moins symbolique, et c'est lié à ce que disait François il y a quelques instants, il y a l'idée de mieux travailler ensemble et d'arrêter les doublons. Vous avez aujourd'hui des services qui sont en double entre l'agglomération et la ville. Vous avez le conseil général, le conseil régional, l'agglomération de la ville qui sont en concurrence ou en compétition sur un certain nombre de sujets sur lesquels ils interviennent tous ensemble et où ils dépensent tous ensemble de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est de la cohérence. Alors, l'idéal, si vous voulez, mais ça c'est pas spécifique à Montpellier. Non, c'est pas spécifique à Montpellier. Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas spécifique à Montpellier, mais c'est un peu exacerbé à Montpellier. C'est un peu exacerbé dans le conflit, dans la compétition, dans la concurrence. Et bon. La loi devrait le faire un jour. Bon, elle le fera. C'est pas encore prévu dans la loi de décentralisation qui est en cours de discussion, mais ça devrait l'être un jour. Le gros problème, c'est la compétence générale qu'il y a dans les collectivités. Tout le monde peut s'occuper de tout. L'idéal, ce serait qu'un jour, il y ait des compétences exclusives, c'est-à-dire le département s'occupe de ceci, la région de cela, la ville d'autres choses, élus, etc. Oui, et là, comme avec le président du département, justement, qui n'est pas tout à fait opposé à ça. Qui justement se bat en permanence pour cette compétence générale, cette clause de compétence générale. Oui, mais cette compétence générale, elle permet que tout le monde s'occupe de tout, en compétition, et ça, c'est du gaspillage. Écoutez, on assiste à quoi actuellement? À une campagne, à une bataille de logos. Chaque collectivité locale veut exister, donc on saupoudre des subventions à droite et à gauche. Il n'y a aucune politique coordonnée, rationnelle, au niveau du territoire de l'agglomération. Écoutez, on cite un petit exemple qui est anecdotique. On devient champion de France. C'est une bonne chose, on était tous fiers. Le précise. Football, voilà. Enfin, à moins que vous vouliez parler des titres de handball. Non, je parle du football l'année dernière. Le lendemain de l'accueil sur la place de la Comédie, 3 pages dans le Midi Libre, achetées par chaque collectivité locale, pour se féliciter de ce résultat. Vous croyez que ça n'aurait pas été plus rationnel qu'il y ait une seule page dans le Midi Libre, avec les 3 collectivités locales associées? C'était bien pour Midi Libre. Oui, non, mais je comprends Midi Libre. Il en profite, et tant mieux pour le Midi Libre. Mais pour les contribuables, vous croyez que c'est une bonne chose? Alors, il y a, vous pointez les dépenses excessives, les doublons, etc. Vous pointez quand même un autre aspect de Montpellier qui n'est pas forcément connu. Les logos, on les voit beaucoup. C'est l'échec scolaire. Montpellier, la surdouée, on prend un coup quand on regarde les statistiques parce que, alors je ne vais pas les reprendre ici, mais il y a un taux d'échec scolaire très très important, un nombre de jeunes qui sortent du secondaire sans aucun diplôme. Donc il y a vraiment un domaine là sur lequel Montpellier n'est pas vraiment surdoué, au contraire même. Oui, si vous voulez, le premier critère, c'est la sortie du primaire, c'est-à-dire quel est le nombre de personnes qui ne savent pas véritablement lire et écrire. Parce qu'on trouve que tout le monde sait lire et écrire, mais une bonne compréhension de la langue et une véritable capacité à lire et écrire. Et bien, vous avez à peu près 25 à 30%
des élèves qui sortent du système primaire sans maîtriser vraiment la lecture et l'écriture. Et c'est une moyenne. Vous avez certains quartiers où c'est 60%, d'autres où c'est 10%. Donc vous voyez, c'est énorme. Et on est parmi les plus mauvais en France là-dedans. Et donc il y a besoin d'un soutien, il y a besoin de toute une politique de soutien scolaire et d'aide pour sortir de ce résultat et améliorer ces résultats, avoir un pourcentage beaucoup plus faible, beaucoup plus petit. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris, ou en tout cas, je me suis interrogé. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut maîtriser les dépenses, attention, on a déjà un taux d'imposition qui est très élevé, et au final, dans vos propositions, il y a le tramway à 1 euro, alors on peut imaginer que ça fait des recettes en moins, il y a l'eau qui passe en régie, alors peut-être que ça fait des économies, je ne sais pas. Plus d'argent public, par contre, ça c'est une économie dans les clubs de sport professionnel, mais un bureau du temps, du photovoltaïque sur tous les établissements publics, des maisons de santé, des commissariats par quartier, plus de transports publics, plus de festivals et de créations culturelles. Ça fait un budget, ça, non? Vous avez beaucoup d'exemples. Chiffré, vous l'avez chiffré, tout ça? Il y a certains exemples que vous avez donnés qui vont rapporter à la ville. Si vous mettez du photovoltaïque partout, ça va rapporter des recettes à la ville. Enfin, il faut le financer d'abord. Investissements. Non, le photovoltaïque, c'est pas obligatoire. Vous avez des sociétés privées qui vous posent du photovoltaïque et ensuite vous louez l'espace. Avec EDF? Avec EDF, par exemple, mais c'est pas EDF. Ne mélangeons pas. Est-ce que vous trouvez normal que la ville de Montpellier et l'agglomération de Montpellier n'aient pas le même service du personnel? Est-ce que vous trouvez normal que ces deux collectivités locales n'aient pas le même service finance pour avoir un poids beaucoup plus important auprès des banques pour négocier des emprunts beaucoup plus importants? Là-dedans, il y a des économies considérables à faire. Vous avez des villes comme Alès, vous avez des villes comme Strasbourg, vous avez des villes comme Grenoble qui sont en train d'avoir un seul directeur général des services pour pour les deux collectivités locales. C'est ce qui se passe à Nîmes, par exemple. Ce qui se passe à Nîmes, ça se passe pas trop mal. Et donc ici, on multiplie les... Mais ça veut dire qu'il n'y a que la ville au centre qui voit ses services mutualisés, les autres communes, même si... Mais les autres communes, par exemple, sur les finances, est-ce que vous ne croyez pas qu'au niveau de l'agglo, on pourrait avoir un service de finances qui travaille pour les 31 communes de l'agglomération et qui répartit ensuite les emprunts suivant les besoins des collectivités locales? C'est des réflexions qui sont engagées pendant certaines villes et que nous, on souhaite. Sur le problème du tram à 1 euro, vous croyez que ça ne coûte pas à la collectivité locale tous les embouteillages, tous les matins, les retards, le stress chez les salariés, les difficultés, la pollution et tout ce qui s'ensuit? Est-ce que vous croyez que la collectivité dans sa globalité n'a pas intérêt à augmenter la fréquentation du tram? Les arguments que l'on mettait à l'époque contre le TER à 1 euro, aujourd'hui on voit le succès que ça. Les augmentations de fréquentation du TER sur les lignes qui sont passées à 1 euro, c'est près de 300%. Donc il faut qu'on en discute. Je veux dire, nous on est ici pour faire des propositions, nos idées. Est-ce que par exemple le tram à 1 euro, on ne peut pas le réserver aux heures qui ne sont pas les heures de pointe, et réserver les tarifs plus élevés aux heures de pointe? Donc vous avez vu, il y a un certain nombre d'exemples, c'est vrai, qui peuvent coûter de l'argent, mais il y en a d'autres qui vont faire des économies. La gestion du temps, toutes les villes anglaises et toutes les villes italiennes aujourd'hui ont des bureaux de gestion du temps pour faire des économies dans la gestion globale de la cité et dans l'organisation de la cité. Aujourd'hui à Montpellier, tout le monde commence à 8 heures. Les écoles primaires, les lycées, les collèges, les administrations. TV Sud, on attend un peu de... Oui, mais vous êtes des privilégiés. On termine plus tard. Mais on termine plus tard. Justement, pour terminer à l'heure, la question qui taraude... non, mais il y a plusieurs questions. Non, il en a eu parce qu'il ne reste plus qu'une question. Votre objectif, 2020, pourquoi pas, effectivement, ces propositions pour 2014, ça peut être une question. Et puis... Si, non, vous n'avez pas compris le titre. C'est pour 2014, mais le mandat dure jusqu'en 2020. Très bien. Donc on propose que cela soit fait en 2020. C'est pour les 6 ans qui viennent. La vraie question, elle est là. Laboratoire d'idées, vous n'êtes pas le seul. Il y a Montpellier Métropole 2014 pour l'UMP, pour la droite de manière générale. Oui. Il y a d'autres objectifs urbains, notamment pour la ville de Montpellier, à l'horizon 2040. Est-ce que vraiment les partis politiques ou les candidats vont vraiment aller piocher dans tout ce réservoir d'idées pour monter leur programme définitif? Est-ce que c'est pas des propositions qui n'auront pas de suite ou des propositions en l'air? Écoutez, moi je regarde les discours des responsables politiques, ils en ont déjà repris certaines.
il y en a déjà certaines qui sont dans les discours des uns ou des autres. Donc ça prouve que c'est efficace et que c'est utile. Moi, je crois que c'est tout l'intérêt pour les candidats d'aller piocher les bonnes idées et de s'en servir. Elles sont là pour ça, hein. On est à leur disposition, elles sont là pour ça. Je crois qu'ils auraient tort de s'en priver. Alors la question, donc, il n'a pas posée, donc du coup c'est moi qui vais la poser. Messieurs, Cotave, Delacroix, vous soutenez qui pour 2014 ? Nous soutenons l'union de tous les gens qui représentent l'éventail que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, nous soutiendrons la personne qui sera désignée et qui représentera tous ces gens-là dans l'unité. Et ce qu'on soutient, c'est l'unité, et ce qu'on combat, c'est la division. Et pour 2020, vous souscrivez Mais il arrivera bien un moment donné où on se prononcera. Mais jusqu'à ce jour, on est insatisfait. Aucun des candidats qui souhaitent être tenus n'a proposé des idées, un programme. On souhaite, nous, ne pas se prononcer en fonction du physique, de la tête de la personne, mais en fonction des idées qu'ils défendent. On a bien compris. Prochain rendez-vous de Montpellier 2020, le 6 juin, avec une conférence, colloque avec René Koering et Jean-Claude Carrière de Poids Lourd de la Culture. Et puis, rendez-vous le 15 juin pour la sortie du tome 2 de Sursaut qui va s'appeler Gouvernance. Gouvernance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci avec nous. On va accueil. parler cheveux, vous allez voir, ça va être formidable. À tout de suite. On marque une courte pause, on revient.